moi je veux te dire, moi je pétais ma tête sur le freestyle de Give Me Five avec James Dino. Oh, on va foutre la merde. Tu rentrais en studio, tu leur cassais la gueule en studio, ils te respectaient. Observer toute cette ville, elle est hard, elle est belle, elle est trash, elle est sale, elle est cool. Timeline, le podcast. Take one. Hello, moi c'est Accro. J'ai commencé le rap en 93 et j'ai fait mes armes avec Starflame jusqu'en 2004. J'ai sorti plusieurs albums, développé plein de projets et m'occupe aujourd'hui de Tarmac, le média digital de la RTBF. Bienvenue dans Timeline, une belge histoire du rap, le podcast. Dans cette série, je pars à la rencontre de la crème du rap belge pour des entretiens exclusifs et approfondis. Comment notre rap a évolué depuis son origine il y a déjà 40 ans. Comment les Belges ont développé leur carrière à l'international. Quelles ont été leurs inspirations depuis tout petit, au nord, au centre comme au sud du pays. Qu'est-ce qui marque des différences entre les générations ou les relie encore? Une série d'invités de choix m'ont donné de leur temps pour répondre à toutes ces questions. So let's go. S'il y a bien un rappeur belge qui incarne une part de mystère et a réussi à créer son propre univers, c'est Silla. Issu des quartiers sud de BX, il débute son aventure dans le rap avec Copac, l'un des premiers collectifs prolifiques des années 2000. Dragué par le marché français qui voit en lui le nouveau cynique, il ne tombe pas dans le panneau et renforce son identité bruxelloise en sortant BX Vibes, un titre classique du rap belge qui sera un tournant de notre histoire. Silla est aujourd'hui installé, mature, il remplit des salles et peut gérer sa carrière comme bon lui semble. Mais comme pour tout artiste, il y a eu un début. J'avais envie de remonter le fil de sa propre histoire pour savoir comment tout ça avait commencé. On s'est posé dans un hangar de forêt, en plein cœur de son quartier, avec zéro chauffage en featuring. Silla, merci d'être là déjà. Merci à toi. On va revenir au tout début, le personnage que tu étais. Par quel biais tu as eu des influences rap qui t'ont fait dire à un moment donné, quand tu étais plus jeune, c'est ça que je veux faire en fait? Ça a mis beaucoup de temps, ça. J'ai pas eu cet instant immédiatement où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai pas eu ça. J'étais un ado, à l'époque, dans les quartiers de BX, ça écoutait du R&B, c'était les mixtapes d'H&D, il y a personne qui écoutait du rap. En tout cas, moi je viens du côté forêt, donc le sud. Je sais qu'au niveau du nord, il y avait vraiment une culture qui était née. Au niveau du sud, non, c'était plus R&B, c'était beaucoup moins rap. Et moi, au début, je me souviens, les premiers souvenirs que j'ai du rap, c'était en primaire, et c'était Benny B, c'était MC Hammer. Tu vois, mais j'ai pas encore l'amour du rap, là, à ce moment-là. Je découvre, je me dis, il y a un truc, tu vois, tu sentais qu'il y a un truc qui se passait. Après, ça devait être vers 94, 95, tu sais, t'avais les sages-pots. J'aime bien. Je suis pas encore totalement fan, mais j'aime bien. J'aime ce qui se dégage de ça. Tu sens qu'en fait, c'est la rue qui s'organise, il y a une forme de poésie, mais en même temps, voilà. Et à ce moment-là, moi, je suis un ado, ma mère, elle était du côté de Stal, et en fait, moi, ça se passait pas très bien chez moi et tout, et j'étais toujours du côté de Forêt, place Saint-Antoine. Et donc, j'avais mon meilleur pote qui était là, je vivais chez eux, presque, tu vois. Et on a dégoté un local en maison de jeunes, à place Saint-Antoine, donc juste à côté, tu vois, à Wiedemans. Et on était quelques-uns comme ça, 3, 4, 5. Et moi, je m'en foutais à ce moment-là, en vrai, j'étais vraiment pas assidu. Et un soir, on avait un ticket pour un concert d'IM de l'école du micro d'argent. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Et je t'avoue qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aller à beaucoup de concerts, donc c'était un peu le ticket d'or, tu vois. Le Graal. Sauf que c'était les émeutes de Curé Game à l'époque. Et du coup, le grand frère de mon pote nous avait dit, vous sortez pas. Parce que je sais que là-bas, ça va partir en haut. Et bon, voilà, c'est des grands frères, tu commences pas en tout cas, on a attendu qu'ils soient partis avant de filer. Et donc, on est arrivé à la fin du concert et tout, non, ça a été. Et pour tuer le temps dans cette période-là où on a écrit, ça, c'est la première fois que j'ai écrit un texte. C'était, je crois, sur l'instru 11 minutes 30 contre les lois racistes. Je crois qu'on a tous poncé cet instru. Et on a écrit un premier texte, je me souviens même pas. J'ai même pas kiffé, au fait. En vrai, j'ai pas kiffé. Pour moi, c'était une punition, tu vois, je voulais dehors, moi. Par contre, mon pote, lui, kiffait. Et petit à petit, au fait, j'ai commencé, moi, à écrire de mon côté. Personne qui écoutait ce que je faisais, ce que j'écrivais. Je gardais ça très secret, tu vois. Moi, au contraire, quand je voyais des gens sur des scènes, je me souviens, même je suis passé à des scènes à toi, tu vois, à vous, je voyais Starflame sur scène. Et moi, je me disais, je veux pas être là. C'est pas ma place, moi, je veux pas de ça, moi, tu vois. Et je me souviens que les premières scènes qu'on a fait avec la maison de jeunes de Forêt,
Je suis monté, mais je ne me sentais pas à ma place sur scène. Je suis relevé par rapport aux autres et tout. Mais j'étais amoureux du rap à ce moment-là. Et moi, ce qui m'a rendu amoureux du rap, je pense, c'est à partir du moment où t'as des sonorités classiques qui sont rentrées dans le rap. Type, tu vois, Ma Cité va craquer, t'avais du piano, t'avais du violon, t'avais... cette époque-là, l'école du micro d'argent, Shuriken, où je vis, Lunatique, tu vois, Mauvais Oeil. Mauvais Oeil comme une euthanasie. Ça, c'est tous des trucs qui m'ont pris. Moi, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, j'avais un attachement. Et à BX, on avait beaucoup un attachement aussi sur Marseille, tu vois, IM, la FF et tout. On avait vraiment un truc par rapport à eux. Et là où les Parisiens, on trouvait peut-être, je sais pas, il y a toujours eu un petit conflit avec Paris, même si on kiffait, les rappeurs et tout, mais je kiffe le rap, mais je suis de mon côté. Et là, je dois avoir 17 ans, 18 ans. Et bon, petit à petit, j'écris de mon côté. Je me retrouve dans des soirées où des gens amenaient des platines. Il y a des micros qui tournent, je suis pas au courant. À un moment, je prends un micro, mais tu vois, un peu dans mon coin. Au moment où tout le monde est en train de parler, et en fait, quelqu'un enregistre avec un mini-disque et revient chez moi en me disant « Putain, mais ce que tu fais, c'est... » Moi, je suis étonné, tu vois. Parce que je suis pas le genre de gars... j'avais pas cette facilité de base, j'avais pas ma voix tout de suite, j'avais pas, tu vois. Et en fait, c'est quelques personnes comme ça qui m'ont dit « Mais t'as quelque chose ». Et qui m'ont appelé pour une mixtape, et qui m'ont appelé pour tel truc, tu vois. Et petit à petit, tu te retrouves dans des studios. Tu sais bien, à l'époque, c'était studio, t'arrives à 50, 60 têtes dans le studio. C'est autre chose. Et je commence à kiffer ça, en fait. Je commence à kiffer, découvrir cette communauté-là. À l'époque, il n'y a pas d'argent. C'est que des kiffeurs. Tu vois, et t'arrives, tout le monde se regarde un peu comme ça, parce que ça reste la rue, mais en même temps, il y a un respect, malgré tout, mutuel, même s'il n'est pas dit. Et ça crée des ambiances qui tuent, tu vois. Mais à la base, par contre, je suis pas du tout dans le mouvement hip-hop. Moi, je suis plutôt un jeune de la rue qui kiffe le rap. Je connais pas le break, je connais pas le DJing, je connais rien, tu vois. Le graphe et tout, j'ai touché à rien de tout ça. Et comment va naître l'aventure Opaque alors? En fait, ce qui se passe, c'est que à l'époque, on est dans cette maison de jeunes de Forêt et on rencontre aussi, là où on était à l'école, d'autres personnes qui ont du matériel, du vrai matériel. Tu vois, ils avaient un petit studio, tu avais des petits home studios et tout à l'époque. C'est des DJ. Et donc, on commence à pouvoir rec. Et donc, on va rec chez DJ Alien, qui est devenu le DJ d'Opaque. Mais donc, c'est moi, de mon côté, j'allais chez lui, Carib allait chez lui, et en même temps, t'avais Masta et Labé qui allaient... Mais on connaissait pas Masta et Labé. Et ils allaient chez lui aussi. Et donc, en fait, des morceaux s'accumulaient. Et on se croisait quelquefois. Labé et Masta, ils étaient avec Dazer et Souleymane Sirax, je sais pas si tu te souviens. Et c'est avec eux qu'on a plugué avec Labé et Masta qui venaient du côté de Braine-l'Alleud, tu vois, voilà. Et donc, à ce moment-là, l'entente, elle se fait, tu vois, on est très différents les uns des autres, mais elle se fait. Et le point commun, c'est Alien, qui enregistre tout le monde chez eux. Donc, à un moment, on se dit, il y a plein de morceaux qui sont là. Pourquoi on sortirait pas une mixtape qui réunit ces morceaux? Et c'est là qu'on croise Dino, à un moment, qui nous dit, les gars, c'est plus l'époque des cassettes. Maintenant, c'est les CD. Tu vois, c'était la nouveauté à l'époque. Donc, en fait, on a complété, c'était que des solos, en fait, si tu vois le premier album d'Opaque. Et on a juste fait 3 morceaux ensemble pour finaliser. Toi, t'as fait le feat avec Masta aussi dessus. On avait fait un feat avec Dino, tu vois, des gens que eux connaissaient aussi. Et on avait sorti ça comme ça, sans s'attendre à rien, en fait. Hip-hop, je sautais quelques marches et atterris ferme sur le sol. Je pensais pourtant être en forme. Un univers, vraiment, tu vois. Et donc, il fallait qu'à un moment, je parte solo. On commençait à être appelé par des maisons de disques. Souvent, j'avais un intérêt particulier sur moi dans les maisons de disques. Et puis, c'est pas pour ça, d'ailleurs, que je me suis éloigné des autres. Hein. Mais je sentais ce besoin, tu vois, de développer mon truc. Et puis, il y a des choses qui m'ont tiré vers ça. Justement, à partir de quand tu as des appels du pied de maisons de disques et que tu te dis, bon, là, on vient me chercher, en fait? C'est plus ou moins cette époque-là. L'époque Opaque. Juste après, de manière un peu accidentelle, t'as un pote à moi qui me dit, tu sais, il y a Format People qui organise un concours. Tiens, il y a une prod qui claque, tu l'envoies. Moi, je sais pas trop ma cam, tu vois, de faire ce genre de truc, mais je m'amuse, tu vois. Je dis, ouais, j'écris ça, vas-y, viens, je l'envoie. Et il s'avère qu'il y a, je sais pas, des milliers de personnes qui envoient, ils font des sélections, et je finis par gagner le concours, tu vois. Ça n'a mené à rien, parce que Format People s'est écroulé derrière. Mais ça a renforcé des ponts que j'avais avec certaines personnes à Paris, par exemple les Acariens qui avaient aussi participé, etc. Tu vois, ça a renforcé nos collabs. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des morceaux solo. Et les premiers appels du pied réels, c'était j'avais fait un freestyle dans une voiture ici à BX, et puis un morceau SCY, je pense. C'est beaucoup des freestyles en fait. Un clash contre un beatmaker aussi, tu vois, qui avait Krone, qui avait tourné, tu vois, et là, du coup, j'avais recommencé à recevoir des appels. C'était une bonne idée d'ailleurs, ce concept de clash entre beatmaker et rappeur. Merci. Et ça continue encore aujourd'hui, on m'en parle. Et à l'époque, en fait, tu partais avec rien. On n'enregistrait même pas avec les micros des caméras, c'était de la voix
Et donc, il y avait un côté très authentique, très réel. Quelquefois, tu entendais même les doigts qui touchaient la caméra, parce que voilà, c'était un peu, mais au moins, tu avais la performance, tu vois. Et on était dans une époque très, tu te souviens, tu t'arrives dans une radio, tu peux pas te foirer. T'es en one shot, tu vois. Maintenant, tu peux pas lire sur ton téléphone, tu vois. Et donc, il y avait ce truc de performance, tu vois, que moi, j'ai toujours kiffé ça. C'est vrai que la performance était vraiment la base. Et à partir de quel moment alors on t'approche pour le côté deal? Donc on me propose, donc il y a des gars qui me proposent de bosser avec eux, des gars qui sont très très installés, tu vois, qui ont fait l'histoire du rap français. Et parmi eux, t'as certaines personnes qui me disent écoute, on kiffe ce que tu fais, mais ne dis pas que t'es belge pour l'instant. Tu le diras plus tard, sinon les Français vont pas se reconnaître, vont pas s'identifier. Certains me disent aussi si Nick arrête, t'es le prochain. Sous-entendu, si t'es blanc, savant, voilà, t'es le prochain. Moi, je bloque sur tous les discours, tu vois. Je dis à tout le monde non, et je reviens et j'écris un morceau qui s'appelle BX Vibes. BX, je lève le drapeau de ta vie en feu, notre rap fait du bruit comme un putain de magnum sans silencieux. C'était un peu le coup de gueule, voilà, on m'a dit non, bah ouais, je suis, et j'arrive en me disant je viens de là. En plus, je suis pas trop du genre à dire identitaire, quartier, tu vois. Mais on m'a tellement dit mets ça de côté que le premier réflexe que j'ai eu ici, c'est non, je suis bruxellois. Et je sais qu'il y a depuis toujours, il y a des vrais talents ici, tu vois. Et donc, j'ai fait le morceau BX Vibes, comme ça, c'est sorti direct. Et je me suis dit, je vais faire un remix. Tu vois, où il y avait Isha, tu vois, déjà à l'époque, Bilal, Convoque, Trésor, etc., Gandhi, tu vois, Rival et tout. Et ce morceau, il a, boum, il a explosé. Tu vois, donc là, c'est une période où tu pouvais plus marcher dans BX 5 minutes ou 2 minutes sans me faire accoster, sans me faire, tu vois, d'ailleurs, j'ai plus marché dans le centre tellement que c'était, il y a vraiment un truc local qui s'est passé, tu vois. Mais qui, malgré tout, a rayonné vers la France. C'était un clip où on avait mis de la pluie en noir et blanc et tout, et il y a beaucoup de gens qui en France me voyaient, me disaient, ah, on a kiffé ça. Mais à ce moment-là, Bruxelles n'était pas encore mûr pour pouvoir, parce qu'il avait le potentiel, mais il y avait un côté très ghetto, très rue, qui fait que les gens s'associaient pas les uns avec les autres. Mais toi, à ce moment-là, du coup, t'as pas regretté une seule seconde d'avoir bloqué quand ils t'ont proposé d'être le nouveau Cynic? Pas à ce moment-là. Et pas forcément après, parce que je veux pas être le nouveau Cynic, dans tous les cas. Mais en fait, aujourd'hui, la différence, c'est que je comprends le discours de ces maisons de disques. Même si je le cautionne pas forcément, en fait, j'avais affaire à des commerciaux, j'avais pas affaire à des artistiques. Et à l'époque, moi, il fallait que tu me parles artistique et cœur et humain. C'est comme ça que je pouvais bosser avec toi. Là, tu m'as pas donné un discours qui m'a donné confiance en toi. Et donc, j'ai bloqué. Je suis resté en solo, en autoprod pur, et j'ai sorti l'album Abyss. Bienvenue dans les Abysses. C'est une période aussi où, tu vois, après avoir lâché des freestyles de manière très spontanée et tout, je commence à être propulsé sur des scènes plus grandes, et je vois que ceux qui chantent mes paroles par cœur, c'est toujours les paroles les plus hardcore qui chantent par cœur. Donc je commence à me dire, merde, on a une vraie responsabilité. Donc je commence à me dire, il faut que je dise des choses dans mes sons. Donc je commence à plus être dans un côté réflexif, tu vois, de réflexion, d'introspection, et je sors Abyss de ça. Donc tous ceux qui m'attendaient sur les freestyles, ça arrive sur un album qui est pas comme ça, mais qui finalement élargit ma communauté. J'ai plus de gens, quoi. Puis je rencontre Sofiane Pamart. J'ai toujours eu un attrait par rapport à la chanson française. Je le rencontre en 2014 et on bosse jusqu'à 2018 dans l'ombre. On collab déjà sur certains titres à moi de l'album Masque de Chair, tu vois. Et on collab sur une forme, on sait pas encore sur quoi on va arriver, mais on décide de faire un piano, une voix, rien d'autre. Il y a juste Isha qui est arrivé sur le titre Club sur la Lune, c'est tout. Et à ce moment-là, je sors l'album Masque de Chair en 2017 et on tombe dans une période que j'avais pas anticipée où on parle de la trappe. Et donc, en gros, tout d'un coup, on te dit, soit t'es un jeune trappeux et t'es hype, soit, en fait, t'es un old school, en fait. Il y a plus de... Tu vois, maintenant, il y a de la place un peu pour tout le monde, tu vois, ça a changé. Et en fait, via ce piano-voix, je ne le savais pas encore, mais j'allais me créer ma case et sortir de ces discussions de t'es un trappeux, t'es un old school, t'es un truc. Non. Mais t'as trouvé une forme de paix parce que tu nous dis au début, j'étais intéressé par du rap qui commençait à sampler du piano. Et puis tu finis en mode, j'ai trouvé ma voix avec un piano. Ouais. C'est une boucle. Grave. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de l'album Abyss, le dernier titre que je fais, c'est pas du tout avec Sofiane, c'est un morceau qui s'appelle Douleur muette. Même l'interprétation était très maladroite et tout, mais c'est un des titres qui a le plus rayonné de ma carrière, alors que je pensais que c'était juste une outro, j'ai même hésité à le mettre. Et c'était déjà un piano-voix pur et rien d'autre, qui préfigurait le reste, en fait, parce que je connaissais pas Sofiane à ce moment-là. Et donc, ça a renouvelé. Parce que c'est très difficile de faire une longue carrière, tu vois. Je viens d'une époque, tu peux avoir tendance à faire comme ça. Et ça, ce piano-voix m'a redonné un nouveau...
ça a reparti, c'est reparti. Et en fait, du coup, j'ai une carrière qui fait ça depuis le début, en fait. J'ai eu cette chance-là parce que comme j'ai jamais explosé le plafond de verre, mais en fait, je fais ça. Donc, cette année-ci, j'ai fait mon premier Olympia, l'année dernière. J'ai lancé 2 AB l'année dernière, j'avais jamais lancé 2 AB. Donc, petit à petit, j'ai lancé un palais de 12. Là, on va voir ce que ça va donner, mais ça monte petit à petit, tu vois. Et ça me permet de vivre encore aujourd'hui, à mon âge, des nouvelles expériences que j'ai pas encore vécues. Mais tu contrôles ce que tu as envie de faire, toi, quoi. C'est toujours. Il y a eu d'autres exemples que le tien en termes de regard français un petit peu dénigrant. Il y a eu Dino qui a sorti son album Le Fils du Commissaire où on s'est dit non mais tu peux pas être un fils de flic. Même nous, Starflame, on nous a regardé en nous disant c'est sympa votre rap conscient mais ce serait mieux de parler des moules frites et de faire des trucs marrants comme Benny B. Quel est ton regard sur parfois cette condescendance française? En réalité, je l'ai pas ressenti, moi. Pas beaucoup. Ce discours-là, c'était un discours commercial, d'identification. Mais jamais, quand je suis arrivé dans des studios, ils m'ont lâché des vannes ou m'ont fait « à vous, les petits Belges ». Tu pouvais avoir des petites paroles comme ça, mais gentilles, tu vois. C'était toujours bienveillant. J'ai jamais ressenti de malveillance. Donc moi, ce côté, tu vois, condescendance, je l'ai jamais ressenti. Tu sentais que si t'arrivais, tu rentrais en studio, tu leur cassais la gueule en studio, ils te respectaient, tu vois. Ça fonctionnait comme ça à l'époque. Tu fais tes preuves, et c'est tout, tu vois. Et donc, j'avais été appelé par Kerry, j'étais rentré dans un morceau où il y avait Orelsan, il y avait Medine, il y avait Lino, il y avait tout le monde. T'arrives en studio, tu fais ton taf, tout le monde te respecte. Ils sont condescendants avec toi si tu fais pas ton taf, mais sinon ils te respectent tous. Non, mais là, tu parles des artistes, moi je parle plutôt, comme tu disais, des gérants de labels, quoi. C'est pas de la condescendance. Jamais ils m'ont dit parle de moule frites. C'est plutôt, tu vois, c'est maladroit en fait. Eux, dans leur tête, ils se disent il est blanc, il peut avoir plus d'identification, il va vendre. Mais t'aurais pas dû me dire ça comme ça, moi ça me dégoûte en fait ce que tu me dis, tu vois. Moi je suis dans un autre idéal, j'ai grandi de manière ultra mélangée, me dis pas ça. Et pareil pour cette histoire d'identification, c'était évidemment un risque. T'arrives, tu dis que t'es belge, c'est un risque, peut-être les Français vont dire... Et en fait, ils n'ont fait qu'exprimer ça, tu vois. Et en fait, peut-être qu'il aurait fallu simplement leur dire non, les gars, moi je crois que c'est une bonne idée de présenter, peut-être qu'ils auraient dit oui, mais moi j'étais dans un truc très... on se méfiait à l'époque beaucoup des maisons de disques, hein, tu vois. Tu parles d'identité, de quartier, de mélange et BX Vibes. Aujourd'hui, on a même vu qu'avec Damso, Bruxelles Vie, les gens ont la fierté enfin de s'approprier Bruxelles. Qu'est-ce que Bruxelles a de si particulier qui l'a fait rayonner à l'étranger? On m'a souvent posé cette question. Je pense que si tu commences à mettre des particularités, tu rentres dans un cliché, tu vois. Parce que finalement, quand tu regardes les rappeurs qui sortent d'ici, on est tous tellement différents, tu vois. Tu peux pas dire qu'il y a vraiment un point commun pour tout le monde. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est que on a un pas de recul par rapport à la machine française. Et ce pas de recul, quand tu es dans cette machine-là, tu vois, à Paris, etc., tu peux vite être broyé, emporté de manière rapide dans un processus que tu maîtrises pas. Quand tu es ici, tu as du recul, il y a peut-être plus de créativité, de possibilité d'être original. Peut-être ça. Mais en réalité, je pense tout simplement que c'est une ville qui a énormément de talent, qui n'a jamais, au début, osé s'auto-assumer, tu vois. Et moi, c'est à l'époque de BX Vibes que j'ai vu un truc changer. Je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait des concerts au Magasin 4 et tout, et les têtes d'affiche étaient françaises. Et, bon, je vais pas dire quelle était la tête d'affiche ce jour-là, mais t'as un groupe mythique de France qui vient en tête d'affiche ce jour-là, et je me souviens que nous, on était juste avant. On joue, la salle, les gens sont en feu, les Français montent, les gens se cassent. Et là, je me suis dit, maintenant, ça a changé. Il n'y a pas ce truc avant, toujours tu devais dire, ouais, il y avait des têtes d'affiche. Maintenant, les Belges venaient pour les Belges. Et je pense que c'est simplement, il fallait ce déclic. Des gens où ils se sentent représentés, où tu commences à avoir, tu vois. Et en fait, on a tous fait ce travail-là au fur et à mesure, tu vois, mais ça a pris un certain temps, quoi. Mais à partir du moment où tu as des gens dont tu es fier, tu peux dire ça vient de chez moi, et moi, je suis aussi de là. Je crois, en fait, toutes les villes vont à un moment se mettre derrière leurs rappeurs. Mais au début, ils leur font pas confiance, tu vois. Ouais, je vois. Et dans la nouvelle génération de rappeurs belges, quels sont ceux qui te parlent? De manière générale, j'ai vu des artistes comme Hamza, même si on fait pas la même musique et tout, tu vois, on n'est pas dans la même DA, mais Hamza, j'ai vu arriver un jeune plein de passion, tu vois, et que les premières fois que j'ai croisé ce gars, je le trouvais, il était à fond dans son kiff et tout, et il a mis longtemps, tu vois, ça a vraiment fait... je trouve que c'est quand même une belle réussite, tu vois, même si dans les propos et tout, on dit pas le même genre de choses, mais j'ai kiffé. Stromae, encore une fois, c'est incroyable ce qui s'est passé. Kaba et Gigi, ils ont une belle trajectoire aussi. Et dans les derniers, après moi j'en vois autour de moi, des gars comme Dayaz, et il y en a plein en fait. Et du coup, comment t'imagines les 5 prochaines années pour les Belges? Ils doivent continuer à faire leurs preuves, hein, tu vois. En tout cas, ils ont une belle
une belle rampe de lancement. Et je pense qu'il y a toujours beaucoup de talents qui sont là, qui ont compris qu'il y avait du business à faire, qui en même temps ont une vraie soif au niveau artistique. Donc je pense qu'on va encore avoir de belles surprises. Non seulement tu as les gars qui sont en place, qui continuent à faire ce qu'ils ont à faire, et puis tu as des nouveaux qui vont, à mon avis, qui vont aussi défrayer la chronique, je pense. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter ce podcast. La série est disponible sur Ovio et sur toutes les plateformes. Si tu veux en savoir plus sur 40 ans d'histoire du rap belge, n'hésite pas à mater Timeline, la série documentaire, également disponible sur Ovio. De Benny B à Jean Jass, pas moins de 40 intervenants racontent une belge histoire du rap. C'est rempli d'archives et d'anecdotes, de quoi te donner les clés pour comprendre l'évolution du rap belge. À bientôt.